Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Christian Lechervy, bonjour. Nous nous retrouvons ensemble pour parler Birmanie. Christian, tu es diplomate et tu es surtout ancien ambassadeur de France à Rangoon en Birmanie. Donc, nous avons déjà eu l'occasion d'avoir quelques entretiens à ce sujet. La Birmanie, où 4 ans après le coup d'État du 1er février 2021, la population, enfin une grande partie de la population birmane a exprimé et exprime toujours son opposition à cette dictature, et population birmane qui est victime d'une très forte répression de la part de la junte au pouvoir à Rangoon. Ma première question, Christian, sera de t'interroger sur la situation économique, politique et sociale générale en Birmanie. Et d'après les informations, peut-on parler d'une junte militaire affaiblie, fragilisée à la tête d'un pays en ruine? Bien, bonjour, merci de votre invitation. C'est effectivement important de pouvoir continuer à parler de la Birmanie et évoquer au fond le drame au travers d'un certain nombre de chiffres. Si on fait le bilan de 4 années d'exercice du pouvoir par les militaires, d'abord sur le plan sécuritaire. Si on regarde une carte de la Birmanie, force est de constater que le conflit s'est diffusé sur la quasi-totalité du territoire. Si on prend les différents affrontements au cours des 4 dernières années, on constitue un cercle autour de chacun de ces affrontements, puis on mesure quelle est la taille de la population qui a été touchée. C'est simple, 98% de la population birmane a été touchée de manière directe ou indirecte par le conflit. Le deuxième constat, c'est que la violence, elle ne cesse de s'accroître depuis 2022. Et effectivement, un tiers du territoire est intensément contesté par la voie des armes. Si la junte contrôle encore une bonne partie des grandes villes, c'est plus le cas de la plupart des zones rurales. Elle ne maîtrise guère qu'un cinquième du pays à l'heure où nous parlons. 42% de la Birmanie est donc désormais contrôlée par des groupes de résistance qui sont des groupes qui ont émergé depuis le printemps 2021, ou des groupes ethniques armés, je dirais historiques, dont certains s'affrontent avec le pouvoir central, au fond, depuis l'indépendance en 1948. Donc, on a, au fond, une tripartition des territoires, entre un territoire qui est contrôlé par l'armée, un territoire qui est contrôlé par des groupes émergents depuis 2021, et puis des territoires contrôlés par des groupes ethniques armés. Et on est à peu près sur un tiers. Alors, il y a des gros tiers, des petits tiers, mais c'est aussi difficile de mesurer au kilomètre carré près ce que ça recouvre. Mais je crois que cette répartition, elle est au cœur de la situation politique et sécuritaire. Et probablement, si on cherche une désescalade de la violence, il faudra passer par la prise en compte de chacun de ces acteurs. Mais le phénomène nouveau, évidemment, c'est l'émergence de ces groupes venus essentiellement de la jeunesse, mais pas seulement, qui ont réussi à construire des bases à l'intérieur du pays et à consolider, je dirais, son emprise politique et sécuritaire. Si on regarde à peu près les affrontements de l'année 2024, les groupes d'opposition se sont saisis de autour 750 infrastructures tenues par la junte, qui peuvent être des postes de police, qui peuvent être des postes de l'armée, qui peuvent être des postes appartenant à des miliciens. Une grande majorité de ces infrastructures ont été prises par les groupes ethniques armés, mais autour de 1/5, peut-être un peu plus, a été pris par les groupes émergents. Donc, les groupes émergents ont réussi à survivre. Ils ont réussi à étendre leur territoire d'un point de vue combattant, et maintenant il leur faut gérer des populations qui se mesurent en milliers, dizaines et parfois même centaines de milliers de personnes. Donc on a une avancée
incontestable de ces groupes d'un point de vue territorial et de gestion. Alors, pour faire face, je dirais, à la poussée de ces groupes, la junte elle a pris plusieurs mesures. D'abord, elle a adapté son dispositif combattant et elle mobilise à peu près toutes ses armées. Au moins dans 2 États, on a sur le théâtre des unités de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air. Alors ça a commencé essentiellement par la frontière du Bangladesh, dans l'État Rakhine, et aujourd'hui, cette mobilisation générale des forces, elle est perceptible, y compris dans la zone du Delta. Quand je dis mobilisation, c'est que ça va au-delà, puisque au-delà des unités, des différentes composantes de l'armée de la junte, il y a une mobilisation massive de la population par l'introduction en 2024, à partir du mois de février l'année dernière, d'une conscription dont les militaires nous disent qu'elle a mobilisé autour de 40-45 000 personnes. Mais le facteur, je dirais peut-être le plus nouveau, au-delà de la massification des groupes combattants, c'est le développement de la guerre par les airs. La junte utilise évidemment des avions et des hélicoptères, mais aussi des opérations au travers des drones. Alors, c'est quelque chose qui est, je dirais, en forte extension depuis, en gros, 18 mois. Il faut bien être conscient que depuis 2023, la junte a bombardé de l'ordre de 5000 fois des positions sur le territoire. On est en moyenne autour de 5-7 bombardements quotidiens. Or, ces bombardements, de plus en plus, et l'année 2024 a été, je dirais, presque emblématique de cela, visent des infrastructures civiles, bien plus que des positions militaires. Et elles visent tout particulièrement une portion du territoire. Il y a 4 des 7 États qui sont particulièrement visés, plus une région qui est la province centrale de Sagaing. Mais surtout sur l'année 2024, on a eu 2 fois plus de destruction que dans l'année précédente et véritablement une hausse très spectaculaire de cibles constituées par des écoles, par des centres de santé et des infrastructures religieuses. Quand je dis les augmentations, quand on essaye de les quantifier par domaine, pour les écoles, c'est plus 95%. Pour les édifices religieux, c'est de l'ordre de plus 50%. Mais pour les édifices de nature sanitaire, on dépasse les 220%. Donc les victimes civiles de ces affrontements, évidemment, ont fortement creux. Ce qui est plus nouveau, c'est l'emploi des drones, qu'ils soient des drones de surveillance, ce soit des drones de renseignement. De plus en plus, ce sont des drones de combat. Et j'allais dire, même en particulier depuis quelques semaines, plusieurs lieux du territoire, des drones suicides. Donc, on a une technologisation de la guerre civile et de sa massification. Et l'armée de la junte a utilisé des drones, peut-être avec retard par rapport aux groupes d'opposition, mais le fait de manière assez massive à l'heure où on parle et avec des soutiens de pays tiers. Très clairement, la Russie et la Chine, avec une capacité de militarisation de drones qui existent, dont certains d'ailleurs ne sont pas forcément des drones à vocation militaire, notamment des drones agricoles qui sont utilisés maintenant pour ce type d'opération. Et puis le dernier élément, quand on parle de la sécurité, et là malheureusement, la Birmanie est, je dirais, sur le podium mondial, même à la plus haute marche, c'est la dispersion très massive des mines antipersonnelles. Et pour la première fois, la Birmanie est le lieu en 2024 où on a le plus disséminé de mines antipersonnelles au monde, ce qui montre, je dirais, que cette guerre civile, elle s'inscrit dans la durée et comme l'on le sait, les mines antipersonnelles, ça continue
de martyriser et de tuer après la fin des conflits. Des conflits. Donc dans ce contexte-là, évidemment, nourrir l'économie ou je dirais, gérer la société est compliqué. Il y a un effet psychologique de la guerre qui s'inscrit dans la durée et on le voit au travers de quelques statistiques qu'on arrive à rassembler. Aujourd'hui, 40% des jeunes qui vivent en Birmanie veulent quitter le pays. Et la junte, évidemment, cherche par différents moyens administratifs et coercitifs à empêcher ces mouvements. A fortiori, les jeunes qui partent et veulent partir sont aussi ceux qui n'ont pas envie d'aller combattre sous l'uniforme de la junte contre des gens avec lesquels ils partagent au fond les mêmes idéaux de retour à la vie démocratique et j'allais dire à une vie plus paisible, celle qu'ils ont connue pour la plupart avant février 2021. Merci Christian. Alors face à on y reviendra peut-être dans la question suivante, mais face à ce tableau fort sombre et inquiétant, quelles sont les réactions d'abord au niveau régional, je pense à l'ASEAN, réaction ou inaction, en tout cas au niveau régional avec notamment l'ASEAN, en rappelant évidemment le soutien de Pékin et de Moscou auprès de la junte, mais aussi au niveau international, l'Union européenne et de l'administration Trump 2. Est-ce que Trump s'est positionné sur le sujet? Bon, les pays de la région regardent avec grande inquiétude l'évolution, non seulement l'évolution sécuritaire, mais aussi l'évolution humanitaire et économique. Tout n'est pas fait forcément de géopolitique. Et la situation que l'on connaît aujourd'hui est de ce point de vue-là très différente de ce qu'on a connu avec les régimes militaires antérieurs. D'abord sur le plan économique, les pays du Sud-Est coopèrent entre eux essentiellement pour nourrir la croissance, a fortiori après cette période assez déstabilisante qu'a été le temps de la Covid-19. Et donc, quand on regarde l'économie birmane, la croissance économique, elle est inexistante. Le budget de l'État, il est consommé essentiellement par le budget du ministère de la Défense, et je dirais le soutien aux forces armées, au détriment non seulement de l'éducation et de la santé, mais aussi du développement des infrastructures. Quand vous êtes un pays de la région qui veut parler de stabilité et de coopération économique, par exemple, il faut regarder ce qui se passe en matière électrique. Or, aujourd'hui, l'électricité est coupée de nombreuses heures à travers tout le pays et l'électricité en Birmanie, c'est très simple, c'est le pays qui est le moins connecté de toute la région et qui répond à peu près à la moitié de la demande. Et une demande qui est fléchie parce qu'évidemment, personne n'a confiance dans l'avenir. La monnaie, elle se déprécie par rapport au dollar américain. Elle a perdu à peu près 240% de sa valeur depuis 2021. L'inflation s'élève. Elle est difficile à quantifier, je dirais, province par province, mais disons qu'on peut considérer que l'inflation macroéconomique est de l'ordre de 30%, mais pour les biens de consommation les plus courants, ça peut être parfois à 3 chiffres. Donc, il y a une forte instabilité de ce point de vue-là qui concourt pas je dirais, à rassurer les pays de la région. Donc, il y a une crainte, je dirais, qui vient aussi de la situation et des perspectives économiques. Le PIB, qui avait augmenté de 27% du temps du gouvernement civil de 2015 à 2019, c'est simple, il continue à décroître. Il a décru de 9% en 2020 et sur l'année budgétaire en cours, qui se terminera le 31 mars, le PIB va encore diminuer probablement de l'ordre de 1%. Et donc, on a une situation économique qui est préoccupante. On a une situation qui tranche d'un point de vue humanitaire avec tous les pays de la région, puisque la pauvreté dans la population, entre 2017 et aujourd'hui, c'est très simple, elle a doublé. On est passé de 25% de la population à près de 50%. Et pour les générations futures, d'ailleurs,
pour les enfants, on est au-delà de 53%. Et donc, quand vous avez une situation économique qui se dégrade à ce point-là, ça devient un risque pour les pays voisins, y compris pour faire face aux maladies qui peuvent être véhiculées, tout simplement parce que les jeunes, ou les moins jeunes, mais les jeunes en particulier, n'ont plus accès à la vaccination. Et donc, cette situation, elle va peser longtemps sur les personnes et sur le pays. Il faut bien voir que cette absence de vaccination massive chez les enfants fait courir un risque à toute une génération, mais aussi à toute une région. La guerre, elle a aussi un effet économique agricole non négligeable parce que la Birmanie est un producteur important pour la région. Avant-guerre, la Seconde Guerre mondiale, était même un des premiers producteurs mondiaux de riz. Depuis le début du conflit, les terres agricoles, les terres qui sont cultivées, ont diminué de 16%. Or, dans la région, on a besoin de produits agricoles. Ça va conduire à une situation probablement alimentaire très difficile dans les mois qui viennent. Et donc la communauté internationale, quand elle aborde la question birmane, elle l'aborde nécessairement sous 3 angles: celui de la désescalade de la violence, celui de l'aide humanitaire face à des populations en voie de paupérisation massive, et puis évidemment, si on veut retrouver un semblant de paix et de stabilité, il faut s'engager sur un dialogue politique, une sortie politique de la crise. Donc la communauté internationale, elle cherche, je dirais, à agir dans ces 3 domaines et qui sont au fond au cœur de ce qu'a été le récit politique et l'exigence de l'ASEAN à l'endroit de la Birmanie. Alors chacun accorde évidemment un poids relatif différent à chacun de ces trois chapitres, mais il est clair que c'est une crise, je dirais, multivectorielle auquel on est confronté, et une crise qui, dans l'année 2025, malheureusement, va probablement continuer à s'aggraver. C'est ce qui, je dirais, génère aussi peut-être des manœuvres diplomatiques de plusieurs acteurs, d'abord pour essayer de stabiliser des situations très dégradées aux frontières. Les Chinois cherchent à le faire pour la stabilisation de la région du Nord-Est. Les Indiens, de leur côté, ont entamé un centre de dialogue politique qui vont dans le même sens. Et la communauté internationale cherche à accompagner en soutenant l'ASEAN et en maintenant, je dirais, à l'agenda des Nations Unies, notamment du Conseil de sécurité, cette crise. Si on prend sur l'année 2024, le Conseil de sécurité a tenu 6 réunions uniquement consacrées à la Birmanie. Donc on voit bien que cette crise, elle est systémique. Elle pose de nombreux problèmes à la communauté internationale, à la communauté régionale. Je ne pense pas qu'on puisse considérer qu'elle est une crise oubliée, même si elle ne génère pas, à l'heure où nous parlons, une sortie et une désescalade qui soit satisfaisante au regard des besoins de ce pays. Alors, cette situation de crise générale, économique, politique, humanitaire, etc., quelle perspective peut-on avoir à moyen terme? Peut-on imaginer, même si la configuration est totalement différente, mais peut-on imaginer avec la fragilité sur le terrain de la junte un effondrement en pensant à, évidemment, comme il s'est passé dans un contexte complètement différent, mais en Syrie avec le régime Assad en décembre dernier? Bon, c'est très difficile. Les ruptures stratégiques, elles sont là en général. On les attend pas. Qu'est-ce qu'on peut dire avec certitude? Le régime militaire est en difficulté militaire. Il a perdu 2 de ses 14 commandements régionaux. Il y en a un 3e qui pourrait tomber à relativement brève échéance. Il y en a d'autres qui sont attaqués. Il y a des combats qui se déroulent à moins de 40 kilomètres
de la principale ville du pays, qui est Rangoon. Accéder aux principales plages en cette période de saison sèche est quasiment impossible, en tout cas pas sans prendre des risques conséquents. Donc, on voit bien que le régime militaire est sur le reculoir, que ça génère à l'intérieur probablement peut-être des mécontentements, des troubles. En tout cas, il y a beaucoup de changements. Chaque temps politique est l'occasion de remaniement du gouvernement. On en est au 4e ministre de la Défense. Le 1er février, qui était le 4e anniversaire du coup d'État, le ministre de l'Intérieur est devenu ministre des Frontières. Le ministre des Frontières est devenu ministre de l'Intérieur. 3 ministres ont été autorisés à faire valoir leur droit à la retraite. Et donc, on voit bien qu'il y a, je dirais, une instabilité dans l'appareil exécutif qui est récurrente. Est-ce que ça traduit des tensions? Probablement. En tout cas, on en voit de temps en temps des manifestations, puisqu'il y a eu, au cours des derniers mois, des manifestations publiques pour demander le départ du numéro 1 de la junte pour qu'il soit remplacé par le numéro 2, qui vient justement de perdre le numéro 2, qui est le vice-premier ministre et numéro 2 de l'armée, le général Sowin. Donc, ces manifestations n'ont pas été réprimées dans le sang. La plupart des meneurs n'ont pas été arrêtés. Donc, on voit bien qu'il y a des gens qui les protègent. On n'est pas dans une situation tout à fait normale. Est-ce que ça peut aller plus loin? C'est difficile. Sur le plan militaire, est-ce qu'on peut avoir un effondrement? C'est toujours difficile de dire quel est le facteur qui va faire la bascule. Est-ce que c'est la prise d'une grande ville? Est-ce que c'est la prise d'un nouveau commandement, d'un commandement régional? Là, il y a beaucoup de conjectures. Ce qui est certain, c'est que, une fois encore, les combats continuent sur l'ensemble du territoire, avec leur effet dévastateur pour les populations et pour les terroirs eux-mêmes. Est-ce que c'est susceptible de changer la donne sur le terrain de bataille avec une avancée fulgurante comme on les a connues sur le théâtre vietnamien ou cambodgien dans les années au printemps 75? Il y a des spéculations là-dessus, mais en tout cas, personne ne pense à un effondrement, je vais dire, jusqu'à ce qu'il puisse advenir. Mais en tout cas, on n'en est pas là à l'heure où on parle. Christian, un grand merci pour la qualité et la richesse de tes analyses. Je pense qu'il sera nécessaire de temps en temps de refaire un point sur la situation en Birmanie. Un grand merci, Christian. Merci.